Bien, je vous propose qu'on démarre, chers collègues. Monsieur le ministre, mes chers collègues, pour notre réunion d'aujourd'hui, nous accueillons monsieur Olivier Klein, ministre délégué chargé de la ville et du logement. Je vous remercie, monsieur le ministre, d'avoir accepté cette invitation, d'être rendu disponible pour échanger avec les membres de la délégation. Certains des membres vont nous rejoindre parce qu'il y avait un vote dans l'hémicycle. Alors, l'exercice... Par essence, votre ministère est au cœur des enjeux et des préoccupations des collectivités territoriales, des élus locaux et donc de notre délégation. Et pour entrer peut-être directement dans le vif du sujet, une des questions très souvent abordées au sein de cette délégation, à l'occasion des auditions que nous avons pu mener, puis dans les cadres des missions et des groupes de travail que nous avons organisé vient régulièrement, notamment la question du logement social. Vous savez que le dernier rapport annuel de l'ANCOLS rappelait que 4 locataires sur 10 en France bénéficient d'un logement social. Nous avons un peu plus de 5 millions de logements sociaux. Et vous avez récemment, monsieur le ministre, annoncé un pacte de confiance avec les bailleurs sociaux, avec les élus locaux et les partenaires financiers pour définir les besoins en investissement pour le logement social et évaluer les financements nécessaires sur le quinquennat. Et on sait que dans certains territoires, la question de l'accès au logement social reste une préoccupation de nos concitoyens et de nos élus. Pacte sur lequel vous pourrez revenir dans le cadre de nos échanges. Et puis, vous avez également annoncé le 9 janvier à l'Assemblée, je crois, que votre ministère travaillait sur un dispositif seconde vie, visant à accélérer la rénovation du parc social. Je crois que ce dispositif est en cours d'élaboration. Et vous pourriez également, monsieur le ministre, peut-être revenir sur ces initiatives pour éclairer les membres de la délégation. Par ailleurs, je suis pour ma part convaincu qu'il y a au fond, autour de cette question du logement, un continuum entre l'aménagement, l'urbanisme, le logement, l'hébergement. Et à ce titre, et dans le cadre de nos réflexions sur la décentralisation, nous avons d'ailleurs lancé un groupe de travail à cet effet, il me semble utile de vous entendre au fond sur les perspectives d'éventuels nouveaux transferts de compétences. Les réflexions sur la décentralisation de la politique du logement, est-ce que c'est une perspective sur laquelle vous travaillez et dans quelle direction et comment vous pourriez avec nous partager déjà peut-être quelques éléments de réflexion. Et puis la troisième dimension peut-être qui me semble intéressante de débattre aussi cet après-midi, c'est la question de la politique de la ville. Je pense en particulier à l'ANRU qui va souffler dans quelques mois ces 20 bougies que vous connaissez très très bien, sur lequel peut-être vous pourriez partager avec nous au fond le bilan que vous tirez de son action et puis peut-être tracer quelques perspectives et toujours au titre de la politique de la ville, revenir sur le renouvellement des contrats de ville qui doivent avoir lieu l'année 2023. Comment vous voyez cette nouvelle génération de contrats? Voilà une première série de pistes pour nourrir notre échange de cet après-midi. Et sans plus attendre, monsieur le ministre, je vous laisse la parole. Mais merci, monsieur le président, cher Thomas, mesdames, messieurs les députés. D'abord, vous dire la joie qui est la mienne d'être auditionné pour la première fois par votre délégation en tant que ministre délégué à la ville et au logement. Peut-être, comme il était prévu, un propos liminaire qui nous permettra de commencer à répondre à vos questions, monsieur le président. Et puis ensuite, j'essaierai de répondre à ces premières questions extrêmement importantes sur le logement social, les réflexions sur la décentralisation et bien sûr la politique de la ville. Donc cette audition est pour moi l'occasion de souligner à quel point le portefeuille qui est le mien doit s'articuler avec les collectivités à chaque échelon et en particulier l'échelon des collectivités locales et des maires. Les élus, tous les élus, sont des partenaires essentiels qu'il s'agisse de la question du logement comme de celle de la ville. Vous le savez, je suis élu municipal depuis plus de 25 ans et vous imaginez mon attachement aux collectivités, à toutes les collectivités et à leurs élus. Les collectivités ont toute leur part à prendre dans cette politique du logement
et dans la politique de la ville que je veux tourner vers les territoires et que je vais essayer de vous présenter. D'abord, une politique du logement qui doit reposer sur un dialogue entre l'État et les maires. Cette politique du logement doit répondre à une situation qui, disons-le, vous le savez, n'est pas bonne. Des prix de vente et des loyers toujours plus élevés, 2 millions de demandeurs de logement social, une fragilisation de la demande avec la remontée des taux d'intérêt, l'enjeu de l'accès au crédit, le déficit de l'offre et de production de logements en zone tendue, là où sont les besoins, alors qu'existent des freins trop importants à la construction. On y reviendra probablement tout à l'heure quand on parlera de décentralisation. Ma mission, celle du gouvernement, est de faire que le logement ne soit pas, comme je l'ai déjà dit, la bombe sociale de demain. Et pour cela, nous devons évidemment travailler étroitement avec les élus locaux. Je vais commencer par le logement social. Je crois essentiel sur ce sujet de pouvoir maintenir un dialogue permanent avec les maires, avec les élus. Je connais bien les réalités auxquelles ils sont confrontés. Je souhaite ainsi ouvrir les champs sur la question des attributions. Vous le savez, les modifications de la gestion, en particulier la gestion en flux, va simplifier, et c'est heureux, les demandes, mais ne va pas forcément rendre plus compréhensible pour les différents échelons la manière dont les attributions vont avoir lieu. Il ne faut pas que cette attribution déconnecte les élus avec leurs habitants, et je souhaite donc travailler avec vous pour qu'un maire puisse accomplir son mandat en attribuant des logements sociaux suivant la vision qu'il a de sa ville, pour laquelle il a été élu dans le respect des principes que les financeurs doivent pouvoir demander. Vous connaissez mon attachement à la loi SRU, qui a fait l'objet de débats importants lors de l'examen de la loi 3DS, et je crois que l'équilibre trouvé aujourd'hui est le bon. La loi et ses exigences ont été pérennisées, tout comme un dialogue local intelligent. C'est le sens des contrats de mixité sociale que je souhaite voir signés avec toutes les communes volontaires, et c'est le sens aussi du bilan triennal de la loi SRU. Le deuxième sujet est celui de réconcilier la France avec l'acte de construire. Nos maires ont une responsabilité centrale en la matière. Nous nous devons de regarder collectivement la réalité en face. La réalité, c'est d'abord de constater qu'il est de plus en plus difficile d'obtenir des permis de construire, notamment dans les grandes villes, en zone tendue, avec, reconnaissons-le, des exécutifs municipaux parfois frileux face à l'acte de construire et des oppositions locales de plus en plus fortes. Regarder la réalité en face, c'est aussi constater qu'il n'y a pas assez de logements libres comme sociaux produits en zone tendue, alors que là, ils sont les besoins les plus importants. Alors oui, il faut réussir à réconcilier la France avec l'acte de construire, et c'est ça, nous y arriverons avec l'engagement des élus. Il faut collectivement réfléchir aux outils nous permettant de soutenir l'offre, de répondre à la fragilisation de la demande du fait de la hausse des taux. Et puis je pense qu'il est important d'accompagner financièrement les élus volontaristes, qu'on appelle les maires bâtisseurs, afin qu'ils puissent accueillir de nouveaux habitants dans de bonnes conditions. Pour y arriver, je veux lancer le chantier d'une décentralisation efficace, comme l'a souhaité le président de la République. J'y reviendrai. Les discussions que j'aurai avec les parlementaires, avec les associations d'élus, ainsi que les échanges qui ont lieu dans le cadre du Conseil national de la refondation du logement, seront l'occasion d'avancer collectivement sur ce chantier. Je veux trouver avec vous le chemin pour redonner aux élus l'envie de construire et de construire des logements pour tous. Construire plus, c'est aussi, bien sûr, construire mieux. La dynamique est en cours, je le vois, les promoteurs, les architectes, les entreprises du bâtiment et des travaux publics sont en train de transformer en profondeur leur activité pour répondre à cette ambition environnementale et à l'exigence de la RE 2020. Elle donne un cadre réglementaire ambitieux en portant dans la construction neuve plusieurs objectifs: sobriété énergétique, sortie des énergies fossiles, diminution de l'impact carbone. Cette accélération dans la construction de la ville durable que le gouvernement porte, elle se concrétise également, bien sûr, à travers le fonds vert annoncé par la Première ministre. Ce fonds de 2 milliards d'euros pour les collectivités locales, c'est un engagement fort pour accélérer la transition écologique de nos villes et de nos territoires.
L'été 2022 nous a encore démontré que l'exceptionnel va devenir la norme, qu'il faut agir. Ce fonds va accompagner les collectivités dans leurs projets pour adapter la ville au changement climatique, pour régénérer des friches urbaines avec la pérennisation du fonds friche, qui a très bien marché dans le cadre du plan de relance, pour rénover bien sûr les équipements publics. C'est du concret et surtout, je le rappelle, c'est un fonds à destination des élus locaux qui sont les mieux placés pour porter des projets de transition écologique adaptés à leur territoire. Rénover massivement en lien avec les collectivités est un autre sujet tout aussi important que la construction, c'est celui de la rénovation. En effet, les défis climatiques nous imposent d'aller plus vite et plus fort sur l'amélioration du parc de logements existants. Pour cela, nous avons plusieurs leviers. Tout d'abord, avec la rénovation énergétique, c'est une priorité du gouvernement et les résultats sont là. MaPrimeRénov', c'est la réussite de la massification des travaux de rénovation. Je le rappelle, c'est 1,5 million de projets qui ont été soutenus depuis 2020, soit plus que l'objectif de 700 000 projets par an, et plus de 160 000 rénovations globales, bien plus que les chiffres qu'on entend parfois des 2500, mais je rappelle que les 2500 soulignés par le rapport de la Cour des comptes est lié aux opérations qui ont obtenu un bonus. Mais toutes les opérations de rénovation globale n'ont pas fait les demandes de bonus et donc n'ont pas été comptabilisées. MaPrimeRénov' fonctionne, comme je l'ai dit, mais il nous faut bien sûr accélérer. En effet, on reproche souvent aux bâtiments dans leur ensemble de représenter 20% des émissions de gaz à effet de serre. Et moi, je crois que l'on doit faire du logement l'avant-garde éclairée de la transition écologique. Comment accélérer? D'abord par un meilleur accompagnement des ménages, avec le service public France Rénov' et la structuration progressive d'un réseau d'accompagnateurs agréés partout sur le territoire. Par la poursuite du soutien aux copropriétés de tout type. En effet, l'aide MaPrimeRénov' copropriété sera notamment prolongée pour lever les freins qui existent. Vous le savez, les premières rénovations ont souvent porté sur de l'habitat individuel. Il faut maintenant passer à l'habitat collectif, qui est une priorité de cette rénovation si on veut continuer la massification et répondre aux objectifs de la loi climat et résilience. Les collectivités auront donc un rôle clé à jouer dans cette accélération et je sais la visibilité qu'elles demandent au plus vite et en toute légitimité. Les prochaines semaines doivent nous permettre de définir ensemble les principes pérennes du cadre dans lequel France Rénov' a vocation à être financée au-delà de 2023 pour donner de la stabilité et de la visibilité à tous les acteurs qui le composent. S'agissant des aides aux travaux, je crois que la délégation des aides à la pierre et l'animation locale qu'elle permet au plus près des bénéficiaires seront des leviers importants pour la massification des rénovations performantes, en particulier dans l'habitat collectif. Comme je l'ai dit, c'est le seul moyen d'essayer de respecter les échéances prévues par la loi climat et résilience auxquelles nous sommes attachés. Un autre levier pour l'amélioration des logements existants, c'est le programme de renouvellement urbain, le NPNRU. Il est aujourd'hui pleinement déployé. 450 projets sont validés, des chantiers engagés dans près de 400 quartiers. Les 12 milliards d'euros prévus seront bientôt intégralement alloués. J'ai fait une réunion avec les équipes de l'ANRU vendredi soir, je crois, ou jeudi soir, non, lundi soir, on était à plus de 9 milliards déjà alloués. Il reste encore des conventions à signer, bien évidemment, mais on est vraiment sur la bonne voie. Alors, allouer, ça ne veut pas dire dépenser, bien évidemment. Il y a quelques connaisseurs des programmes de renouvellement urbain dans la salle. Et je le redis, 12 milliards d'investissement de l'ANRU, ça veut dire en gros 48 à 50 milliards d'investissements dans les quartiers populaires. Le bras de levier que représente l'ANRU, en général, c'est un facteur multiplicatif x4 avec les efforts des collectivités locales, des bailleurs, bien sûr, des départements, enfin, tous ceux qui investissent dans les programmes de renouvellement urbain. En gros, c'est les chiffres habituels de facteurs multiplicatifs x4. Il doit désormais encore mieux accompagner les transitions environnementales. L'ANRU doit aussi s'adapter. Les programmes réfléchis avant la crise Covid, avant
la visibilité encore plus forte de la crise environnementale peuvent être regardées. C'est le sens de la démarche quartier résilient que j'ai lancée, qui vise à réexaminer les projets et à subventionner des projets innovants dans une cinquantaine de sites à hauteur de 100 millions d'euros avec le soutien de la Caisse des dépôts. J'en profite pour saluer l'action de l'ANRU, mais l'ensemble des maires des quartiers populaires qui s'engagent pleinement dans ces opérations de reconstruction et de renouvellement urbain. Ensuite, vous m'avez interrogé sur la politique de la ville. Je vais un peu en parler dans ce propos liminaire et j'y reviendrai peut-être après. Lier la politique de la ville et celle du logement, comme ont décidé de le faire le président de la République et la première ministre, permet d'avoir des résultats forts dans nos quartiers pour que les habitants se sentent pleinement citoyens de la République. C'est bien sûr une politique qui se construit avec les élus locaux et cela va passer par deux grandes thématiques. Tout d'abord, l'ambition quartier 2030. Le président de la République l'a annoncé. C'est une ambition extrêmement importante pour les quartiers populaires de se projeter dans un temps qui est acceptable, 2030. Quartier 2030, c'est une ambition avec 4 axes forts, une méthode, des valeurs et des outils. D'abord, cela passe par une méthode centrée sur la contribution des habitants et la reconnaissance des quartiers populaires. Des habitants qu'il importe de mieux écouter. L'enjeu est de prendre en compte la parole de tous les habitants de nos quartiers populaires. Pour cela, je veux lancer des échanges locaux avec les habitants, si j'ose dire des CNR locaux dans chaque quartier qui servent à co-construire les priorités des futurs contrats de ville, ainsi que des temps de restitution qui puissent témoigner avec respect et fidélité de la richesse de ces contributions. Quartier 2030 se déclinera autour de 4 axes. Le premier axe des quartiers du plein emploi à travers l'insertion et la formation, l'entrepreneuriat et le développement économique. Un deuxième axe des quartiers adaptés aux transitions parce que nous devons autant démontrer et investir ailleurs dans les quartiers pour faire face aux enjeux climatiques, démographiques et écologiques dans les quartiers populaires. Le troisième axe en lien avec l'emploi, c'est celui de l'émancipation qui est plus classique dans la politique de la ville, à travers la réussite éducative, l'éducation, la culture, le sport, et avec une priorité donnée à la lutte contre toutes les discriminations. Enfin, on ne peut pas réussir la politique de la ville sans être attaché à des quartiers dans lesquels on peut vivre tranquillement et en sécurité, parce que les habitants de ces quartiers sont souvent les premières victimes des trafics, des agressions et des incivilités. Vous le comprenez, l'ambition quartier 2030, c'est reconnaître et objectiver les objectifs des habitants des quartiers autant que les richesses qu'on y trouve. Le fil conducteur de cette ambition doit être, je l'ai déjà dit, mais j'y tiens et je tiens à ce beau mot de reconnaissance, la reconnaissance due à ceux qui y habitent. Les nouveaux contrats de ville seront donc les supports, mais je crois qu'il faut profiter de cette période pour repenser la politique de la ville et construire une nouvelle génération des contrats de ville pour 2024 à 2030. Une large consultation avec les habitants et les acteurs associatifs et bien sûr avec les élus a commencé à être conduite en 2022 avec les évaluations pour ceux qui habitent ou travaillent dans des quartiers en politique de la ville. Il y a eu des évaluations locales, il y a eu des missions qui ont été lancées par Nadia Hay, il y a une mission parlementaire, il y a, au Sénat, il y a eu plusieurs évaluations des différents contrats de ville et ces évaluations nous aident à construire les futurs contrats de ville qui donneront, je crois, en tout cas c'est mon souhait, plus de latitude au niveau local pour s'adapter aux situations en choisissant des priorités. Les 4 axes que j'ai définis tout à l'heure sont des directions, ne sont pas des passages imposés et je souhaite que chaque territoire s'empare d'un ou de plusieurs de ces axes, mais on ne va pas dire oui ce contrat de ville est bon parce que vous vous êtes emparé des 4 axes ou des 4 piliers pour ceux qui sont des vieux habitués de la politique de la ville. Ce qui est important, c'est que chaque territoire définisse son axe ou ses axes prioritaires. Et nous, on présente ça sous forme d'une boussole. Et donc, il y a un nord, un sud, etc. Mais on peut aller au nord-est ou au sud-est si c'est la priorité qui sera définie
dans le territoire. Bien évidemment, la politique de la ville repose sur des zonages. Nous avons demandé à l'INSEE de travailler sur les zonages tels qu'elles avaient été utilisés au moment de la loi Lamy de 2014, c'est-à-dire le carroyage et des critères de pauvreté. Mais je veux aussi donner la possibilité à plus de souplesse au territoire, d'éviter les effets de bord, les effets de trottoir. Et puis, dans un certain nombre de cas, dans des intercommunalités, il se peut que le carroyage INSEE soit trop grand ou trop petit et ne nous permette pas de retrouver un territoire dans lequel les élus, les habitants auront la certitude qu'il faut que la politique de la ville puisse agir. Et donc, on va avoir un travail itératif avec les préfets, avec les élus locaux, pour qu'il n'y ait pas de territoire oublié et qu'on se retrouve dans les situations où, parce qu'on n'a rien fait, dans 3 ans, dans 5 ans, on se dira que ce quartier a perdu le nord, si j'ose dire. L'objectif aussi, c'est d'aider les associations à se donner du temps à faire leur travail associatif. Et donc, on le sait aujourd'hui, les associations passent beaucoup de temps à faire des demandes de subventions, puis ensuite à répondre à des évaluations qui sont légitimes, hein, c'est de l'argent public. Ça prend aussi beaucoup de temps dans nos préfectures à faire et dans nos services municipaux à faire ces travaux d'analyse des demandes de subventions et puis revoir collectivement ces bilans. On va travailler à essayer d'avoir plus de conventions pluriannuelles d'objectifs pour libérer du temps aux associations, soutenir les petits projets, trouver des outils financiers pour que des petits projets puissent être financés rapidement. Hein. Il y a les fonds de participation des habitants, enfin il y a différents outils qui sont à notre disposition pour simplifier les procédures. Enfin, des périodes de 3 ans seront donc instituées pour permettre d'adapter plus rapidement les priorités de la politique de la ville en fonction des choix politiques des exécutifs locaux. Là, on va donc avoir des contrats de ville qui vont aller 2024-2027, donc alignés sur les mandats municipaux, et puis une reconduction 2027-2030. Donc c'est notre souhait. On souhaite bâtir un nouveau cadre, une nouvelle architecture. Et je crois qu'il est nécessaire que les nouveaux contrats de ville comportent, lorsque c'est nécessaire, un volet investissement, même pour les quartiers en politique de la ville qui ne sont pas dans un programme de renouvellement urbain. Il faut accompagner un certain nombre de projets avec un volet investissement, et il y aura un travail à mener en partenariat avec les différents financeurs, notamment l'État à travers la dotation de politique de la ville, la DSIL, et puis des partenaires historiques de la politique de la ville que sont les CAF pour les financements des projets autour de la petite enfance, notamment les CPAM sur des projets autour de la santé, et puis la Caisse des dépôts et consignations qui est un partenaire historique de la politique de la ville et qui nous accompagnera aussi dans ces efforts d'investissement dans les quartiers en politique de la ville. Enfin, et j'en terminerai par là, en revenant un peu sur la question du logement et sur la question des copropriétés dégradées. Vous avez malheureusement vu le drame de Vaux-en-Velin qui fait suite au drame de la rue d'Aubagne et des drames que l'on connaît trop dans les copropriétés dégradées ou dans l'habitat insalubre. On a aujourd'hui des temporalités qui restent trop longues sur ces sujets-là, malgré les outils nombreux de résorption des problématiques des copropriétés dégradées, malgré la mobilisation de l'ANA, de l'ANRU et des collectivités locales. Et donc, il faut continuer à travailler et être extrêmement attentif sur ces questions-là. Elles sont souvent soulevées à l'intérieur du CNR logement, et puis soulevé par les élus qui participent au plan initiative copropriété qui a été lancé par Julien de Normandie, qu'il faut continuer à faire vivre. Mais aujourd'hui, qu'on soit en OPA, en plan de sauvegarde ou même en hors-code d'intérêt national, eh bien, les temps restent trop longs et difficilement appréhendables par les habitants, et il y a des risques importants dans ces copropriétés. Voilà, mesdames et messieurs les députés, les grands axes de cette feuille de route. Nos territoires, leurs élus, leurs associations, leurs citoyens regorgent
d'imagination, vous le savez, et nous devons les écouter et avancer avec eux. Et je vais maintenant, en ayant conscience d'avoir été un peu long, répondre à vos questions et peut-être en reprenant les questions de notre président. Peut-être en commençant par la décentralisation. Alors, vous l'avez dit, Monsieur le Président, les questions de décentralisation du logement sont des questions qui reviennent assez souvent et le Président de la République et la Première ministre en parlent régulièrement. Et c'est normal, puisque le logement est une vraie fonction de proximité. On est tous confrontés, vous dans vos permanences, les élus locaux, à des concitoyens qui viennent nous voir pour nous interpeller sur une demande de logement ou nous interpeller parce qu'un bâtiment est en train de se construire à côté de chez eux et que ça les inquiète. Ils veulent savoir si toutes les règles liées à l'urbanisme ont pu être respectées. Et puis, les questions de logement sont aujourd'hui une responsabilité extrêmement éclatée. Ce qui est de la responsabilité de l'État, ce qui reste de la responsabilité des maires, ce qui est monté aux EPCI et aux métropoles, ce qui reste encore dans les régions. Et puis, alors, je ne vous parle même pas de l'exception de la métropole parisienne, dans laquelle on a une métropole qui n'a pas encore voté son PMHH et des EPT qui ne sont pas de vrais EPCI, mais qui sont quand même en train de construire leur PLUI. Donc, la question de la décentralisation et d'un acte de décentralisation est une question qui est légitime. Mais bien évidemment, il faut que cette réflexion soit une réflexion utile, utile pour construire mieux, construire plus et répondre aux urgences qui sont les nôtres. Et donc, il faut réfléchir aux bons outils de la gouvernance. C'est un travail qu'on va mener collectivement. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui où l'on en est, parce qu'on a commencé avec Christophe Béchu et Dominique Faure à rencontrer les associations d'élus sur les questions de décentralisation. On va mettre tous les sujets sur la table, si j'ose dire, l'attribution, le permis de construire, le PLH, les PLUI, toutes ces questions doivent être sur la table. Le soutien aux maires bâtisseurs, comment on peut accompagner et redonner envie de l'acte de construire. Il y a aussi des questions qui se posent lorsqu'on est maire et qu'on réalise du logement sur les nouvelles populations. Elles ont, comme tout le monde, envie de savoir dans quelle école vont aller leurs enfants, s'il y aura des places à la crèche, s'il y aura des équipements sportifs. Mais je crois vraiment que la décentralisation est un moyen et pas une fin en soi. Si décentralisation il doit y avoir sur un certain nombre de sujets, c'est pour être au service des objectifs que sont ceux qu'on travaille sur le CNR et qui doivent être les nôtres, c'est-à-dire mieux loger les plus fragiles, construire là où sont les besoins et rénover et construire durablement. Donc on va interroger les élus à travers leurs différentes associations. On a commencé à le faire. Si je prends un exemple sur lequel je crois peut-être, en tout cas, que la décentralisation pourrait être utile avec le recul, ou en tout cas des concentrations ou décentralisation, c'est les questions de rénovation énergétique et de MaPrimeRénov'. Aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'on ne serait pas plus efficace et plus équitable si ces questions-là ne revenaient pas à un échelon territorial. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tous les Français ne sont pas égaux devant les aides. Si on est dans une intercommunalité qui avait fait un certain nombre d'efforts sur ces questions-là au préalable, qui avait des ALEC compétentes dans lesquelles on avait déjà mis en place un certain nombre d'avantages fiscaux à ceux qui font des rénovations, où on donnait des subventions, eh bien, ces aides persistent. Et donc, on a une addition d'aides, celles mises en place par MaPrimeRénov', plus les aides qui étaient en place au préalable, alors que d'autres territoires qui n'avaient pas fait ces efforts-là, eh bien, nos concitoyens ont seulement, entre guillemets, droit aux aides de l'État.
l'État. Donc, en mettant en place une forme de concurrence territoriale, peut-être qu'on obligerait l'ensemble des territoires à s'emparer mieux de ces sujets-là et de compléter les aides de l'État pour que le reste à charge soit moins important. Donc voilà, ce sujet est vraiment sur la table. Aujourd'hui, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce qu'il est extrêmement important que les associations d'élus participent à cette réflexion. Sur le logement social, et le pacte de confiance, la Première ministre, lors de son discours de politique générale l'été dernier, ça passe vite, a souhaité ce travail de pacte de confiance avec l'ensemble des acteurs du logement social. Vous le savez, hein, le contexte est difficile. Augmentation du coût des matériaux, augmentation du taux du livret A, même si de manière concertée et intelligente, le taux a été augmenté à 3%, ce qui est heureux pour les petits épargnants, mais qui n'est pas très heureux pour les bailleurs sociaux, puisque leurs emprunts sont liés à ces taux d'intérêt, et donc leur remboursement augmente et leur fonds de roulement en pâtissent, et leurs fonds propres en pâtissent. Et donc, on est dans une situation difficile pour les bailleurs, avec un passé qui n'a pas forcément été toujours simple, et donc il faut rebâtir cette confiance, travailler aussi sur le prix du foncier qui est aujourd'hui est extrêmement cher, et donc on essaye de construire ce pacte de confiance autour de 3 priorités. Celle du parcours résidentiel, j'en ai parlé tout à l'heure. Moi, je crois au logement social comme une chance, comme beaucoup d'entre vous, pour ce pays. C'est un modèle qui marche, un modèle qui permet à beaucoup de nos concitoyens d'y vivre, d'y commencer leur parcours résidentiel, mais on peut aussi passer sa vie dans le logement social, et c'est pas un drame du tout. On peut vivre, grandir et mourir dans le logement social, et ce n'est pas dramatique, mais il faut permettre cette entrée dans le parcours résidentiel, parfois dans le logement social, dans l'accession sociale à la propriété. La deuxième priorité dans laquelle doit s'inscrire ce pacte de confiance, c'est celle de la transition écologique, hein, puisque là aussi, la rénovation des bâtiments n'est pas seulement celle de l'habitat privé, mais aussi celle de l'habitat social. 25% des résidences de ce pays des résidences principales de ce pays sont dans le logement social, et il est important que ces résidences soient exemplaires en termes de transition écologique et de rénovation. Alors, vous avez posé une question sur la seconde vie, qui fera partie de ce pacte de confiance. Là, il s'agit de bâtiments assez anciens, pas très loin d'être des passoires thermiques, dans lesquels il n'y a pas de souhait de démolition, parce que la démolition pose aussi des questions écologiques, etc. Et puis, c'est des opérations longues, complexes, il faut reloger, etc. Même si dans la seconde vie, on n'est pas certain que le niveau des chantiers n'obligera pas à faire les travaux en site inoccupé. Mais donc une seconde vie, c'est vraiment de partir sur l'existant, mais d'avoir une réhabilitation tellement lourde, tellement profonde, qu'on pourrait envisager que le bailleur puisse retrouver l'ensemble des exonérations liées à une construction, comme s'il faisait une construction neuve, donc exode TFPB, etc., pour être incitatif et avoir ce niveau de réhabilitation puissante. Et c'est ça qu'on appelle la seconde vie, dans laquelle on travaille, que ça soit en zone en rue ou pas forcément. Et enfin, et j'en terminerai là-dessus, la troisième, c'est produire du logement social, et c'est un objectif qui doit être partagé. Et donc, il faut continuer à développer le logement social. Cette année, l'agrément en 2022 a été de 110 000 logements, en comprenant les logements sociaux en rue et outre-mer. Mais il faut aller au-delà. 110 000, c'est pas suffisant au regard des besoins. Il faut dépasser ces objectifs, et donc c'est tout ça qu'on doit mettre dans le pacte de confiance. Pour ce qui est de la politique de la ville, je crois que j'y ai répondu dans mon document. Pour ce qui est de l'ANRU, j'y ai aussi répondu. Bien évidemment, comme le temps passe vite, il faut commencer à réfléchir à
à l'avenir de l'ANRU, parce que il faut anticiper. On a vu que le tuilage en rue 1, en rue 2 n'a pas été un tuilage facile. Aujourd'hui, 99,8% à peu près des programmes en rue sont passés en comité d'engagement. Les programmes n'avancent pas tous au même rythme. On aura, comme on l'a connu dans l'ANRU 1, des programmes en rue qui seront terminés quand d'autres n'auront pas vraiment complètement commencé. Et donc, je souhaite qu'on ait une réflexion sur cette temporalité, parce que, d'une certaine manière, il y a peu de doute qu'il faudra que ça continue. Est-ce que c'est à travers un troisième en rue, ou est-ce que c'est à travers une vision plus de continuité? On va y travailler. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour la présentation de votre feuille de route, de vos priorités, et puis de la réponse à ces premières questions. Nous allons ouvrir les échanges en vous demandant, chers collègues, s'il vous plaît, des questions courtes. Et pour cela, commencer avec le groupe Renaissance et Didier Legac. Oui, merci, Président. Bonjour, Monsieur le Ministre. Heureux de vous accueillir également au sein de cette délégation. Merci pour votre propos liminaire qui montre bien votre connaissance du sujet, notamment celui de la politique de la ville et du logement social. Je suis élu en Bretagne, une région qui va plutôt bien, qui connaît notamment un taux de chômage le plus bas des régions françaises. Et néanmoins, nous avons un sujet, une préoccupation majeure, c'est celle du logement. Sujet qui est devenu encore plus criant depuis la crise du Covid, une question qui est transversale, qui touche toutes les catégories, les locations qui sont introuvables, un problème d'offre, un problème également de logement ancien complètement inabordable, qui touche les jeunes, les moins jeunes, les étudiants, les jeunes salariés aussi qui ne trouvent pas à se loger. Donc des outils existent, c'est pour ça, et je voulais vous interroger sur ces outils, vous les connaissez, notamment la limitation de l'hébergement touristique, puisque chez nous, nous avons une forte pression sur le littoral et puis sur les offres saisonnières. La ville de Saint-Malo, notamment l'exemple, on en a beaucoup parlé sur la limitation de Airbnb, mais deux autres outils existent et sur lesquels je voulais vous interroger. D'abord, sur les zones tendues, la possibilité, comme vous le savez, d'augmenter, de majorer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires sans toucher pour autant à la taxe foncière des résidences principales. Il y a plusieurs groupes de travail en cours. Pouvez-vous nous faire un point sur ces groupes de travail et quel est votre avis justement sur ces questions de zones tendues et de majoration de la taxe d'habitation? Deuxième outil, j'en arrêterai là, c'est le Pinel, qui est un outil de défiscalisation, vous le connaissez bien, il y en a toujours eu en France, il coûte très cher à l'État, il prendra fin à la fin de l'année. Où en êtes-vous de vos réflexions pour le remplacer? Et si j'en parle, c'est parce que justement, et pour faire écho à votre dossier sur la décentralisation, à votre question sur la décentralisation, nous avions en Bretagne appliqué un Pinel breton qui fonctionnait bien, et nous avons choisi nous-mêmes le zonage dans lequel nous voulions l'installer. Et donc, quid de ces outils de défiscalisation? J'en parle parce que j'en finis, parce que souvent chez nous, quand il y a du Pinel, eh bien, c'est un déclencheur aussi pour faire du logement social. Voilà, merci. Merci, Monsieur Gillet, pour le groupe Rassemblement National. Oui, Monsieur le Ministre, je voudrais vous interroger sur les conditions exigées pour bénéficier du NPNRU, nouveau programme national de renouvellement urbain dont vous avez parlé brièvement dans vos propos liminaires. Force est de constater que certains quartiers éligibles n'ont pas été traités et sont aujourd'hui totalement oubliés par l'État depuis 9 ans. Ainsi, Beaucaire, commune de ma circonscription, 4e ville du Gard, peuplée de 16 000 habitants, à l'identité et l'architecture remarquables, est actuellement victime des choix du précédent maire, qui n'avait pas déposé de candidature à ce programme avant 2014. Beaucaire pèse donc depuis 9 ans, à côté de nombreuses opportunités opérationnelles et financières, et ce, malgré la volonté manifestée à plusieurs reprises par son maire, Julien Sanchez, d'adhérer au programme. Des démarches ont été faites à plusieurs reprises, notamment auprès de vous, alors président de l'ANRU. Les demandes sont restées sans suite. Aucun soutien, aucun appui n'a été apporté à ce maire qui subit donc des carences et les carences de son prédécesseur. Comme d'autres maires dans d'autres villes de France d'ailleurs. Aujourd'hui, malgré un revenu par habitant historiquement très faible et toutes les conditions d'éligibilité réunies, cette ville de ma circonscription est exclue des fonds de ce programme permettant d'équiper le territoire, de développement de la mixité sociale, de réduire les écarts de développement entre les quartiers et d'améliorer les conditions de vie des habitants par des travaux de transformation. La commune a certes un contrat de ville, après avoir fait condamner pour discrimination par la Cour de cassation la présidente du conseil régional qui refusait de le signer, mais ce contrat, vous le savez, ne permet aucune aide en investissement.
Monsieur le ministre, la réponse que vous faisiez à l'époque au maire de Beaucaire en tant que président de l'ANRU était la suivante, je cite, « La liste des quartiers est dans la loi de 2014 et il n'y a pas d'intégration en cours de programme ». Cette réponse était peu entendable de la part d'un président de l'ANRU. Faites-la vous-même aujourd'hui en tant que ministre. Votre rôle de ministre de tous les Français n'est-il pas aujourd'hui de laisser personne d'éligible au bord du chemin et de modifier ce qui est inadapté? Qu'attendez-vous, monsieur le ministre, pour réparer cette injustice? Enfin, répondrez-vous à l'invitation du maire de Beaucaire de venir visiter son territoire à mes côtés, où son étiquette politique fait-elle qu'aucun ministre, depuis 2017 et jusqu'en 2027, ne se rendra dans sa commune? Merci. Merci, monsieur Picmal, pour LFI. Oui, bonjour, monsieur le président, monsieur le ministre. Tout d'abord, m'excuser d'avance parce que je ne pourrais pas rester peut-être pour écouter votre réponse, mais je l'écouterai avec attention lors de la rediffusion de nos échanges. Il a été question beaucoup de la politique de la ville qui, soit dit en passant, porte assez curieusement son nom parce qu'elle concerne souvent des quartiers spécifiques d'une ville et ne s'étale pas à l'ensemble d'une commune, voire d'un ensemble de communes, et pose la question aujourd'hui de savoir si le logement ne se résout pas simplement à l'échelle d'un quartier, mais d'une ville et de tout ce qui l'environne, avec les thématiques d'aménagement du territoire liées notamment au transport et à l'emploi. À juste titre, vous avez parlé de l'ANRU. Nous, on va formuler le souhait que cette délégation mette en place une mission d'information qui tire le bilan des 20 ans de l'ANRU, qu'il soit positif ou négatif, sur tout un tas de sujets qu'on peut connaître chacun dans nos circonscriptions, sur des quartiers qui ont été concernés et sur quel avenir on veut donner à l'ANRU et à la rénovation urbaine. La rénovation urbaine est faite beaucoup au nom de la mixité sociale. Et c'est vrai qu'il y a des problèmes de mixité sociale, même si c'est un concept qu'on peut interroger, qui sont relevés par des élus locaux. Ainsi, ça a été dit, dans les zones touristiques notamment, il y a de plus en plus de mal pour les classes populaires, les classes moyennes, à avoir accès au logement en raison de la flambée des prix et d'un encadrement pas assez strict des résidences secondaires notamment. Mais lorsque l'on regarde le bilan triennal de la loi SRU, celui-ci montre que seulement 47% des communes concernées ont respecté leurs obligations de logements sociaux, beaucoup préférant payer des pénalités. La loi 3DS, qui devait rectifier un petit peu le tir, a reporté la date butoir à 2025 pour atteindre ses objectifs et a assoupli un certain nombre de règles. Dans le même temps, dans son dernier rapport, la Fondation Abbé Pierre, et je finis là-dessus, dénonce le recul des constructions dans le parc social, des coupes budgétaires de l'État, des organismes HLM qu'elle estime tout à fait neuves depuis 1984. Aussi, pour lutter contre le séparatisme, notamment des personnes qui ont les moyens de vivre entre elles, et des riches en l'occurrence, qu'allons-nous faire pour leur apporter davantage de mixité sociale? Merci, monsieur Vincent Day pour le groupe LR. Et merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, étant député de la circonscription où s'est déroulé l'incendie de Vaux-en-Velin qui a coûté la vie à 10 personnes, évidemment, c'est un sujet, et vous le savez, pour avoir aussi suivi quelques projets en rue sur mon territoire au niveau de la rénovation urbaine qui me tient évidemment à cœur. Notamment, et c'est vrai que la question, je pense, a été portée avec Hélène Geoffroy qui a dû vous rencontrer juste après l'incendie. Le vrai sujet que nous aurons dans les mois et années à venir, c'est le traitement des copropriétés dégradées, des dalles de parking aussi, avec ces syndics qui fonctionnent extrêmement mal dans les quartiers les plus populaires. Et c'est comment, et c'est une vraie attente des habitants de nos territoires dans les quartiers populaires, c'est comment on arrive à traiter ces sujets-là de façon beaucoup plus efficiente, efficace, et quels moyens on met concrètement sur la table, tant de façon législative et réglementaire, tant en moyens financiers, pour régler ces problèmes des copropriétés dans nos quartiers qui, aujourd'hui, posent un certain nombre de problèmes. Parce que si l'ANRU est extrêmement efficace sur le traitement du logement social, bien évidemment, je pense qu'on ne va pas assez loin. Aujourd'hui, on n'a pas encore les outils pour aller assez loin sur les copropriétés et sur ces anciennes dalles qui, aujourd'hui, très clairement, posent encore problème. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, monsieur le ministre, concerne, dans le cadre de l'ANRU, toujours, la question des investissements. Aujourd'hui, on le sait, on a une date d'engagement butoir de mémoire au 31 décembre 2026.
le vrai sujet qu'on a aujourd'hui, qu'on rencontre dans nos collectivités, avec l'augmentation du point d'indice qu'on a voté ici pour les fonctionnaires, avec l'augmentation du coût de l'énergie, c'est bien sûr des hausses des dépenses de fonctionnement et donc des marges de manœuvre qui sont en train de se réduire actuellement pour les investissements des collectivités. Et aujourd'hui, la rénovation urbaine, une rénovation urbaine réussie, c'est d'abord, bien sûr, des logements rénovés ou des démolitions, reconstructions dans le cadre de la création de la mixité sociale dans nos quartiers populaires, mais dans le même temps aussi des investissements massifs sur les équipements publics, les écoles, les médiathèques, etc., etc. Les équipements publics et les espaces publics. Et on a un vrai sujet là-dessus où on a un risque de dérapage. Donc la question est simple, c'est est-ce qu'à un moment, il faudra peut-être envisager un décalage, ou alors, et je pense que c'est plutôt la deuxième solution qui devrait être privilégiée, puisqu'il faut agir très vite et très fort pour transformer des quartiers populaires. Il faut vraiment qu'on puisse frapper massivement en termes d'investissement un territoire pour pouvoir le transformer. C'est quels sont les moyens qu'on pourrait dégager pour aider les collectivités qui, pour le coup, ont vraiment un rythme soutenu dans le cadre des investissements. Et la dernière chose, c'est évidemment, on arrive aujourd'hui aux 20 ans de l'ANRU et de la création de l'ANRU par Jean-Louis Borloo. La question est assez simple, c'est, vous l'avez dit vous-même, c'est comment on voit la suite, parce qu'aujourd'hui, en 20 ans, nous n'avons pas encore réglé tous les problèmes. Et est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas aujourd'hui créer un groupe transpartisan où les parlementaires et les maires issus de ces quartiers populaires, quelle que soit leur couleur politique, puissent se retrouver pour essayer peut-être de relancer ce pan extrêmement important de notre territoire qui aujourd'hui a encore de grandes difficultés, qui est vraiment en attente de changement dans le quartier. Merci. Emmanuel Mandon pour le groupe démocrate. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'ai été très sensible, effectivement, à votre présentation très complète, puisque vous nous avez annoncé une feuille de route nouvelle pour le logement. Et je prends note de la volonté affichée, bâtir un nouveau cadre de confiance contractuelle, en fait, avec les territoires et les élus, ce que l'on doit saluer. Je voudrais dire aussi que nous avons, par contre, des inquiétudes à vous faire remonter. Et je m'appuie sur ce qui m'a été présenté, notamment par le mouvement HLM dans mon département. Je parle du département de la Loire et particulièrement de la situation de la métropole stéphanoise. Et je peux dire que Habitat et Métropole, par exemple, bailleur social qui loge près de 128 000 personnes, soit 16,6% de la population, c'est une moyenne, dont 22% sont situés dans des quartiers prioritaires de la ville, fait une présence donc très forte et un partenaire central pour un territoire. Et je voudrais dire qu'au-delà de souligner l'utilité sociale et de proximité pour l'emploi, pour l'économie locale, je dois dire que c'est quand même aussi un tiers de la commande publique sur un département comme celui de la Loire. Alors, face à la spirale inflationniste qu'on connaît aujourd'hui, la flambée des prix de l'énergie, la montée des impayés, enfin tout ce que nous connaissons, les impayés des locataires, les obligations de rénovation qu'on se fixait, on se dit que peut-être les dispositions qui étaient prises hier ne suffiront pas et qu'il faut peut-être considérer un certain nombre de choses. Alors, on sait aussi que les dispositions qui ont pu être prises dans le passé ont compliqué sans doute la situation. J'y reviens pas, vous les avez sans doute en tête. Ce qui est sûr, c'est qu'on a, par exemple, enregistré une baisse de 2000 logements sur notre région. Et puis, je voudrais, par rapport à des propositions qui ont pu être formulées, c'est dire que nous avons, et je me permets juste d'insister, c'est la question du taux de TVA. Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui pourrait être fait? Et puis, évidemment, est-ce qu'il est possible, envisageable de garantir un taux fixe pour les prêts, parce que là, on est dans une situation qui est absolument très compliquée pour de nombreux bailleurs sociaux. Je sais votre engagement, les enjeux forts qu'il faut prendre, mais c'est, à mon avis, je crois, de nouvelles pistes qu'il faut explorer. Merci de vos réponses. Merci. Christine Pires-Bonne pour le PS. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci d'abord pour votre présentation et merci Monsieur le Président pour cette audition. La loi de finances de 2018 a créé donc la réduction de loyer de solidarité, la RLS, qui est applicable dans le parc social des organismes HLM et des SEM. Et donc ce dispositif consiste en fait à imposer aux bailleurs l'application aux locataires d'une réduction de loyer sous condition de ressources. Pour un opérateur de mon département,
département, donc j'ai demandé les chiffres, cela représente depuis 2020 une perte annuelle de loyer de 2,5 millions d'euros. Ce même opérateur est endetté à hauteur de 270 millions d'euros auprès de la Caisse des dépôts. Cette dette, c'est la forme incontournable de financement du développement et de la rénovation du logement social. Il y a un an, le taux du livret A était à 0,5. Pour cet opérateur, le taux à 3% alourdit la charge de la dette de plus de 3,5 millions d'euros en année pleine, soit 10% du montant des loyers. Alors que les coûts de la construction et de la rénovation flambent, cette hausse vient limiter les capacités d'investissement et dans le même temps, le nombre de demandeurs de logements sociaux, lui, continue de croître. Dans ce contexte de hausse très rapide du taux du livret A et de hausse des coûts des travaux, les prélèvements effectués donc depuis 2018 à travers la baisse des APL et la réduction du loyer de solidarité ne sont à mon sens plus soutenables, en tout cas à ce niveau, et doivent cesser pour nous permettre de retrouver le niveau d'investissement que l'urgence climatique et sociale impose, car je partage votre objectif, Monsieur le Ministre, que vous avez rappelé en début de propos. Le logement ne doit pas être la bombe sociale de demain. Ce sujet de la RLS est-il sur la table? Je vous remercie. Merci. Et pour terminer ce premier tour de demande de prise de parole, Frédéric Valletoux pour le groupe Horizon. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Je voudrais dire un mot du plan Action Cœur de Ville et vous interroger sur ce plan Action Cœur de Ville qui a maintenant été lancé il y a près de 5 ans, qui concerne 234 communes dans le territoire et qui a permis par la mobilisation d'un certain nombre d'investissements des bons en avant pour les cœurs de ville. Je ne vais pas y revenir. En matière de logement, l'objectif était de favoriser la mixité et globalement, le nombre de logements produits à l'initiative d'Action Logement a plutôt bien fonctionné. Depuis 2018, 15 200 nouveaux logements sur la très grande majorité, ou la quasi-totalité des communes concernées. La question se pose plutôt sur la méthode, puisque donc il y a une deuxième génération de contrats Action Cœur de Ville qui a été lancée. Et l'enquête récente faite par la Cour des comptes sur le dispositif Action Cœur de Ville montrait qu'il y avait un équilibre à affiner s'agissant du lien avec les territoires et de la manière de faire émerger les projets dans les collectivités concernées. En effet, nombreux sont les élus ou leurs représentants qui regrettent un recours trop fréquent aux appels à projets, qui avait aussi été critiqué par la Cour des comptes, ou aux appels à manifestation d'intérêt, qui reposent sur des critères souvent prédéfinis ou inadaptés aux besoins réels, avec des temporalités qui ne prennent pas aussi assez en compte la réalité des territoires. Au Sénat, dans le cadre de la mission conjointe de contrôle sur la revitalisation, je vais y arriver, des centres-villes et des centres-bourgs, les conclusions pointaient également les limites du programme concernant les objectifs locaux pas toujours très précis. Donc la question elle est simple, c'est dans quelle mesure le volet 2 de ce dispositif pourrait conduire à une simplification de l'action pour les élus locaux et au renforcement de la politique actuelle de revitalisation des centres-villes, évidemment dans son volet logement, pour aller plus loin. Merci beaucoup. Monsieur le Ministre. Je vais essayer de n'oublier personne et de répondre de manière synthétique à toutes ces questions qui, je crois, à part une ou deux, se complètent plus que se superposent. Alors, la première question sur la question des zones tendues et notamment les communes littorales et touristiques. Et oui, dans ces zones, vous l'avez souligné, il est de plus en plus difficile pour certains ménages qui vivent, qui travaillent, qui sont des habitants historiques, si j'ose dire, ou des enfants, de trouver à se loger compte tenu de l'augmentation des prix et tout simplement du manque de logements. Et je ne parle pas des problématiques liées aux saisonniers, parce que ce sont des zones touristiques et on a aussi une problématique particulière sur les saisonniers. Alors j'étais il y a quelques jours en Bretagne, dans le Morbihan. Je m'en excuse, mais je m'étais engagé à aller en Bretagne pour parler de ces questions-là. Ça a été l'occasion de faire un CNR décentralisé dans lequel la question du meublé touristique, de la résidence secondaire a été largement évoquée. Alors vous le savez, dans le cadre du PLF 2023, le gouvernement a
a d'ores et déjà agi de manière concrète en répondant favorablement à la proposition de parlementaires et d'élus locaux permettant d'étendre à de nouvelles communes la taxe sur les logements vacants et la possibilité de majorer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. La concertation avec les élus locaux est en cours sur l'application de ce texte et je sais qu'elle suscite une attente forte en Bretagne, en Corse, au Pays Basque, dans les stations de montagne notamment. Et donc, moi, je crois au pouvoir des maires. Donc, il est légitime de donner aux maires cette capacité. C'était déjà le cas. Et d'ailleurs, seulement la moitié de mémoire des maires qui avaient déjà cette possibilité de modifier leurs régimes fiscaux en avaient profité. Et puis, je veux vous dire aussi que c'est un sujet qui est interministériel, puisque nous avons mis en place une commission avec Olivia Grégoire et Dominique Faure pour étudier la question de l'attrition qui touche le logement permanent dans les zones touristiques. Ce groupe de travail s'est déjà réuni une première fois avec des élus locaux, des professionnels, et elle doit rendre des conclusions dans les semaines qui viennent. Il y a déjà eu un premier travail et il faut regarder toutes les possibilités, hein, bien sûr les outils fiscaux, mais ce ne sont pas les seuls. Il faut au-delà de ça, construire du logement dans ces zones, travailler sur les outils qui existent comme le bail réel solidaire, diminuer le prix du foncier pour permettre un plus grand nombre de constructions de logements et en particulier de logements sociaux. Donc, pour répondre à la question, la majoration des taxes est déjà en cours. Pour ce qui est du Pinel, je ne vais pas vous répondre aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, il dure jusqu'à la fin 2024, dans le cadre des différents travaux, dont ceux du CNR. Cette question est en cours. Vous l'avez aussi dit, il coûte fort cher. Et donc, il faut vérifier que ces outils de défiscalisation ont un rapport qualité-prix, si j'ose dire, suffisamment intéressant dans les travaux qui sont les nôtres. Moi, je crois à des réflexions sur le statut du bailleur privé, comment on accompagne les propriétaires qui sont bailleurs à être assurés et avoir un système gagnant-gagnant vertueux pour que les logements soient d'abord aux normes, ensuite pas des passoires thermiques et puis qui peut être mis en location, non pas sur du meublé touristique, mais bien sur du logement pérenne. Donc voilà, on est encore en train de travailler sur ces différents sujets. Sur la question de l'ANRU à Beaucaire et dans le Gard, comme je l'ai dit, comme président de l'ANRU, je ferai la même réponse. Il n'y a pas aujourd'hui de texte législatif permettant de modifier la liste des quartiers ANRU. C'est pas une question politique, hein. Béziers, Perpignan sont des villes en rue dans lesquelles où le président de l'ANRU peut se rendre. C'est juste une question législative. Aujourd'hui, il n'y a pas d'ouverture de la possibilité de modifier la liste des villes en rue. Mais pour l'avoir vérifié à l'époque, le maire de Beaucaire, et il a raison, n'est pas le dernier à profiter de la dotation de politique de la ville, qui est un outil d'investissement, ni de la DSIL, et il n'est pas blacklisté par le préfet du Gard. Et donc, il y a d'autres outils d'investissement quand on est en politique de la ville que l'ANRU. Il y a 1500 quartiers en rue en France et seulement 1500 quartiers politiques de la ville en France et seulement 200 programmes en rue d'intérêt nationaux. Donc, c'est pas une question de blacklister ou de demande de son prédécesseur. Les critères d'éligibilité de Beaucaire ne faisaient pas à l'époque qu'il puisse relever d'un programme en rue. C'est pas un maire qui refuse ou qui accepte. En tout cas, je l'ai dit tout à l'heure dans la manière dont j'ai présenté la future politique de la ville, monsieur le député, la politique de la ville et les futurs contrats de ville permettront aux quartiers en politique de la ville de bénéficier de politiques d'investissement, qu'ils soient ou qu'ils ne soient pas en ANRU, ce qui était déjà le cas de la ville de Beaucaire, comme d'autres villes, hein, puisque
1200 et quelques villes en politique de la ville ne sont pas des quartiers en rue, ça n'empêche pas d'avoir le soutien de possibilités d'investissement à travers les outils habituels qu'ont les maires en politique de la ville, et en particulier la dotation de politique de la ville, qui est un outil extrêmement important à disposition des préfets, et en général, ils l'utilisent plutôt dans les villes qui n'ont pas de financement en rue pour accompagner leur programme. Et bien évidemment, pour connaître un peu Beaucaire et pour y avoir été, ils sont aussi éligibles au RHI, aux résorptions de l'habitat insalubre, et ont largement la ville de Beaucaire a largement le soutien de l'ANA sur un certain nombre de ces projets, puisque en l'occurrence, un certain nombre des problématiques de Beaucaire sont plutôt liées à de l'habitat privé, plus qu'à de l'habitat social. Et donc, je peux vous assurer qu'on peut regarder les chiffres de l'ANA et l'intervention de l'ANA sur Beaucaire, ils sont loin d'être négligeables. Et ma présence dans le Gard est très souvent soulignée, donc j'ai pas de souci à aller à Beaucaire ou ailleurs. J'étais à Alès il y a encore quelques semaines. Pardon? Ah, on verra. Alors, sur les questions de Monsieur Piquemal, j'avoue ne pas avoir complètement compris la question, mais il est parti, mais comme il souhaitait connaître ma réponse a posteriori. D'abord la mixité sociale, si je me rappelle qu'il a parlé de ça. Moi si j'avais un credo sur la politique de la ville, c'est la politique de la ville, elle est réussie si on a donné la possibilité aux habitants des quartiers populaires qui le souhaitent de quitter leur quartier, mais surtout si on leur a suffisamment donné envie d'y rester. Et donc, un programme de politique de la ville, un programme d'investissement, il doit être tout à la fois un programme qui agit sur le logement, sur l'enclavement, sur la sécurité, sur l'accès à l'emploi, sur l'école du quartier, etc. Et donc, je crois qu'une partie importante de la mixité dans nos quartiers, elle est intrinsèque. Elle est déjà présente dans ces quartiers. C'est notre capacité à faire vivre tous les outils de la politique de la ville pour que les populations qui vont bien n'aient pas souvent envie d'en partir. Donc, bien évidemment, les outils et notamment les règles et le règlement général de l'ANRU fait qu'il faut reconstruire, pas dans le quartier lui-même, mais dans sa périphérie. Et c'est aussi pour ça qu'il est extrêmement important que la politique de la ville, et en particulier le renouvellement urbain, reste sur une réflexion intercommunale. Puisque si on n'est pas dans une forme de solidarité territoriale et qu'on se concentre de reconstruire dans le quartier le plus fragile, ça n'a aucun sens. Il faut avoir, dans le cadre des politiques d'équilibre de l'habitat, à l'échelle de l'EPCI ou à l'échelle de la métropole, une capacité à reconstruire, à faire de la reconstitution de l'offre de logement social sur une échelle plus large. C'est l'objectif des PLH, des réflexions et des commissions intercommunales du logement qui doivent définir les lieux de production de logement dans le cadre des programmes en rue qui aujourd'hui sont forcément des programmes portés à l'échelle intercommunale. Et oui, l'ANRU est un outil, je le crois en tout cas, extrêmement vertueux, qui a démontré ses effets pour les quartiers, mais la réussite de la politique de la ville, c'est ce qu'on va essayer de faire dans les programmes qu'on va lancer, c'est une capacité à accompagner en même temps l'urbain et l'humain. Je sais que c'est des vocabulaires qui ont souvent été employés, mais je crois vraiment que c'est absolument le signal qu'il faut envoyer aux habitants de ces quartiers. La question des copropriétés dégradées, j'en ai parlé tout à l'heure. Moi, je crois vraiment que c'est un enjeu majeur des années qui viennent. C'est un enjeu majeur sur la réhabilitation thermique et ça dépasse la question des copropriétés dégradées. Il faut qu'on trouve de meilleurs outils d'accompagnement de la copropriété, du syndic et du conseil syndical. C'est compliqué d'être membre d'un conseil syndical. C'est compliqué de faire vivre la démocratie dans une copropriété lorsque les conseils syndicaux accompagnés par l'accompagnateur
Ordinateur Rénov et les différents dispositifs vont prévoir les chantiers nécessaires à la réhabilitation et la rénovation thermique de leur patrimoine, vont se retrouver devant un coût, un reste à charge malgré les aides. Et donc, il faut qu'on trouve les moyens de réduire au maximum ce reste à charge ou de travailler, c'est ce que l'on fait avec les banques, pour qu'il y ait des modes de préfinancement, qu'il y ait des accès à des prêts pour que ces chantiers puissent avoir lieu. Et puis, il y a une répartition des rôles entre l'ANA et l'ANRU. Pour faire simple, l'ANA accompagne des copropriétés dans leur redressement et qui vont rester en copropriété. Et l'ANRU accompagne des copropriétés qui sont plutôt en fin de vie, dans lequel on est dans ce qu'on appelle du recyclage et une bascule plutôt vers le logement social. Et donc, c'est cet équilibre sur lequel il faut continuer à travailler. L'exemple de Vaux-en-Velin que soulignait le député Vincent Day est complexe, puisqu'il s'agit d'une copropriété dans laquelle les espaces publics, notamment les parkings sur dalles et les parkings semi-enterrés, font l'objet de problématiques extrêmement coûteuses, de domanialité, puisqu'elles appartiennent à la copropriété, et qu'aujourd'hui, les outils de financement de l'ANA ne permettent pas de financer les espaces extérieurs, et notamment les parkings, alors que les outils de l'ANRU, eux, le permettent, mais sur des domaines qui n'appartiennent pas à la copro. Donc c'est un sujet sur lequel on travaille et sur lequel on va continuer à faire des propositions, mais là où je le partage, je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on trouve les moyens d'accélérer les rénovations des copropriétés, et ça passe par notamment les questions de reste à charge et peut-être aussi des évolutions de la loi de 65, des règlements de la copropriété. Vous savez comment ça marche, hein, suivant la nature des travaux, ça peut être une majorité qualifiée, et avoir une majorité des 2/3, c'est forcément quelque chose de compliqué, ou une majorité simple, et il est, je crois, nécessaire de toiletter ces sujets-là, qui ne sont pas de la responsabilité du ministre du Logement, mais celui du garde des Sceaux. Mais ça fait partie des chantiers sur lesquels on travaille. L'investissement, peut-être, c'est pour quelle question, celle-là? Ah oui, j'ai pas répondu au... Oui, Vincent Day, oui, mais il y avait monsieur, je crois. Non? Monsieur Mandon. Ah voilà, c'est celle-là. Pardon, excusez-moi. Alors, sur le financement du logement social. Donc, effectivement, les efforts demandés au logement social depuis la loi de finances 2018 ont eu un impact significatif sur la situation financière des organismes de gestion. La mise en place de la RLS représente une perte de recettes locatives importante pour les copropriétaires. La hausse de la TVA portée de 5,5 à 10% sur certaines opérations en 2018, puis ramenée à 5,5 sur une partie d'entre elles à partir de 2020, ont eu un certain nombre de surcoûts estimés à 700 millions d'euros. Donc il est important pour nous de trouver des réponses à ces différentes situations, même si, vous le savez, il a été conclu en 2019 un pacte d'investissement entre l'État et les bailleurs sociaux, avec une clause de revoyure sur laquelle nous sommes en train de travailler, et qui fait partie du pacte de confiance sur lequel on travaille. Tout au long de cette période, les bailleurs sociaux ont été accompagnés, ont été suivis et ont eu un certain nombre d'aides. Ils ont eu le protocole en faveur de la relance de la construction des logements sociaux entre 2021 et 2022, qui prévoyait un objectif de construction de 250 000 logements sociaux, dont 90 000 logements très sociaux. Et puis, il y a le soutien de la Caisse, notamment un soutien qui est encore plus important en ce moment avec la hausse des taux et un processus d'étalement de la dette pour que la hausse des taux n'ait pas un effet dramatique sur les fonds propres des bailleurs.
néanmoins, et il y a eu aussi le plan d'investissement volontaire d'Action Logement qui a permis d'abonder pendant 3 ans pour près d'1 million d'euros le fonds d'aide à la pierre. Donc il y a eu des effets difficile pour les bailleurs sociaux, mais il y a eu aussi un certain nombre de sujets sur lesquels on a pu mieux accompagner les bailleurs sociaux tout au long de cette période. Et bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure, le pacte de confiance va être le temps de revoir tout ça. Alors pour répondre à une autre question sur la RLS, dans les travaux qui sont les nôtres, tout est sur la table, bien évidemment, mais je ne vais pas vous dire aujourd'hui que d'un seul coup, la RLS va disparaître. Ça n'aurait pas de sens. Financièrement, ça serait intenable. Et c'est surtout pourquoi faire. L'objectif qui est le mien, c'est d'accélérer la production et d'accélérer la rénovation, comme je l'ai dit, notamment la rénovation thermique du logement social. Donc si, dans le cadre d'un projet global, une réflexion globale, eh bien, on arrive à trouver des accords pour que l'État, d'une manière ou d'une autre, accompagne les bailleurs dans leur volonté d'aller plus vite sur la rénovation, notamment la rénovation thermique de leur parc, on verra. Mais ce qui est important, c'est que chacun mesure l'urgence, notamment l'urgence climatique, et donc l'accélération nécessaire de la rénovation thermique. Et je peux vous assurer que le travail que l'on mène avec l'Union sociale de l'habitat et l'ensemble des bailleurs est extrêmement important, en confiance, avant même la signature du pacte, et on verra quels seront les outils qui nous permettront, y compris financiers, de conclure ce pacte de confiance. Alors, Action Cœur de Ville. Alors d'abord, je ne sais pas si c'est dans la petite fiche qu'on me glisse, mais je partage avec vous une espèce de désapprobation historique des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt. Et là, c'est le maire qui parle. J'ai toujours eu tendance à penser que ce type de manifestation était un peu un appel à premier arrivé, premier servi. Donc je souhaite qu'on manipule ce type d'outils avec parcimonie et que ça soit pas, parce que c'est souvent les collectivités les moins modestes qui en profitent, puisqu'ils ont toujours dans les tiroirs, grâce à leur ingénierie, grâce à leurs équipes, le dossier qui va bien et qui permet de répondre rapidement à ces appels. Néanmoins, moi je crois à la grande qualité du projet Action Cœur de Ville tel qu'il a été mené. C'est 234 communes qui en ont été bénéficiaires, avec un soutien actif des différents financeurs, la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts, les collectivités locales, l'État. Et on a vu que Action Cœur de Ville a été un vrai accélérateur pour un certain nombre de territoires dans lequel on pouvait voir le centre-ville ou le cœur de ville être en profonde dégradation, et notamment sur la question des commerces. Donc je crois que c'est une vraie réussite que ce programme a lancé une vraie dynamique, et en particulier dans des villes qui pouvaient avoir à la fois une action en cœur de ville et un programme en rue, qui est à peu près la moitié des territoires concernés, des 200 territoires, parce que on parlait tout à l'heure de mixité. Lorsqu'un programme en rue a à proximité un programme Action Cœur de Ville, eh bien, il y a une synergie qui se crée, notamment sur la reconstitution de l'offre et la création de nouveaux logements et de nouveaux logements sociaux, puisque le cœur de ville est souvent pas le quartier en rue. Il y a des exceptions, hein, parfois le quartier en rue est au cœur de ville, mais dans les actions cœur de ville, c'est souvent pas le cas. Et donc ça a permis d'accélérer les opérations de relogement, puisque des opérations de construction neuve avec des commerces en rez-de-chaussée ont pu se développer dans le programme Action Cœur de Ville, et il y a eu une belle synergie entre les deux programmes. Là, le deuxième programme Action Cœur de Ville bénéficiera de plus de 5 milliards d'euros entre 2023 et 2026. Elle s'appuie, comme vous en avez parlé, sur les évaluations
conduite précédemment en 2028. Et bien évidemment, Action Cœur de Ville 2 aura un fil rouge autour de la transition écologique, puisque c'est un fil rouge que le gouvernement souhaite et que la Première ministre souhaite à juste titre. Et on aura une réflexion forte sur les friches urbaines, comment reconstruire la ville sur la ville, comment travailler sur la sobriété foncière, comment travailler sur des projets bas carbone et lutter contre l'étalement urbain. Ça sera tout ça qui sera au cœur du nouveau programme Action Cœur de Ville, dans lequel comme à chaque fois, les collectivités locales seront le maître d'œuvre, puisque personne mieux que le maire connaît son territoire et sa ville et doit être vraiment le chef d'orchestre de ces programmes. Merci beaucoup. J'ai d'autres demandes de prise de parole en étant très concis, s'il vous plaît. Monsieur Roux, pour le groupe Les Écologistes, qui ne s'est pas encore exprimé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'aurais pu évidemment parler de nos attentes en matière de transition écologique, mais ma question rejoint ou complète la première qui a été posée par mon collègue breton de Renaissance, mais dans des zones moins touristiques. Mon département, la Loire-Atlantique, et ma circonscription en particulier, sont réputés pour être un territoire dynamique en termes d'emploi, mais le problème, qui est relativement récent, somme toute, c'est la difficulté d'accès au logement, voire de plus en plus le manque de logements accessibles. Une difficulté à laquelle doivent surtout faire face les jeunes actifs et actives, car non seulement l'offre n'est pas suffisante, mais les jeunes n'ont désormais plus les moyens d'accéder à la propriété. Aussi, en quelques années, le prix d'un bien a au moins doublé, avec une inflation très significative et très marquée suite aux périodes de confinement. Donc plus les moyens d'accéder à la propriété, ou même plus les moyens parfois de louer un logement dont les loyers ont eux aussi considérablement augmenté dans nos campagnes. Et j'en profite pour évoquer également un projet qui était sur le point d'aboutir, un projet d'habitat inclusif concernant des jeunes adultes atteints de troubles du spectre autistique dans la commune du Grand Auvernais, qui compte un peu plus de 800 habitants. Alors vous convenez, j'imagine, de la persévérance qu'il aura fallu aux porteurs de projets, aussi aux élus, pour se lancer. Et alors qu'ils étaient tout près de l'aboutissement, alors que le permis de construire a été déposé, l'enchérissement des coûts des travaux a fait que l'ensemble du projet est à l'arrêt uniquement car il manque 200 000 € pour pouvoir entamer le chantier. Ainsi, Monsieur le Ministre, vous l'aurez compris, deux questions se dégagent. Quels sont, selon vous, les moyens et les leviers qui peuvent permettre aux jeunes d'accéder à un logement décent, là où les bailleurs sociaux sont moins présents, ne travaillent que sur de petites unités? Et ensuite, comment soutenir les collectivités, comme cette petite commune rurale du 44, face à ce mur, si j'ose dire, financier, qui met en péril des projets précis comme celui-ci, ou de façon plus générale, des opérations de logement portées à l'échelle municipale? Excusez-moi pour le petit délai supplémentaire. Merci. Merci. Lionel Royer-Perrault pour le groupe Renaissance. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ma question va porter sur l'explosion des charges locatives chez les bailleurs sociaux. Vous le savez, du fait de la crise énergétique, donc les coûts énergétiques ont explosé et les contrats qui arrivaient à échéance donc en fin 2022 ont été renégociés. Et donc aujourd'hui, nous avons une application assez brutale de la hausse des charges locatives, ce qui place des locataires dans des situations extrêmement délicates. Nous avons des témoignages de personnes qui se retrouvent avec des augmentations de charges locatives qui ont triplé, lorsque l'on sait que quelquefois ce sont des locataires qui sont en situation de très grande précarité avec des revenus minimums. Et donc aujourd'hui, les bailleurs, certains en tous les cas, c'est le cas dans mon département, le bailleur de la métropole notamment, HMP ou un autre bailleur, Unicil, eh bien n'accompagnent absolument pas les locataires face à cette explosion de charges locatives. Or, il me semble que le gouvernement a pris des mesures en ce domaine, qu'il y a eu des annonces qui ont été faites, et il me semble aussi que les bailleurs avaient pour obligation, en quelque sorte, d'accompagner les locataires vers le dispositif Soliaise.
aide. Et donc, je souhaiterais savoir ce que vous entendez proposer pour que les bailleurs puissent être beaucoup plus accompagnants qu'ils ne le sont à ce stade auprès des locataires en difficulté. Je vous en remercie. Merci, Monsieur Liotto, pour le Rassemblement national. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Alors, très rapidement, bon, on voit que malgré 45 millions, si on cumule tout d'argent public, la politique du logement, elle coince. C'est pas de votre fait, c'est pas de votre faute, mais ça coince des deux côtés. Vous en parlez aux promoteurs, vous en parlez aux associations. Ça va mal. Alors, il y a des nombreuses causes. Je voudrais très rapidement vous en évoquer quelques-unes, avoir votre sentiment sur quelques-unes. Bon, on a parlé tout à l'heure des problèmes des jeunes actifs. Je rejoins ce qu'a dit mon collègue, et notamment, moi, je vois en zone littorale avec le développement des Airbnb, etc. C'est vraiment de plus en plus infernal pour loger les travailleurs. Mais on en a parlé, on en a dit quelques mots. Est-ce qu'on n'a pas l'impression, alors, 4 points très rapides. D'une part, qu'on a quand même une multiplication d'objectifs et de dispositifs qui sont parfois incompréhensibles, voire parfois contradictoires. Je prends le dernier exemple, on dit aux gens, construisez, oui, mais vous pouvez plus, il y a les ZAD, mais il faut construire quand même, etc., qui peuvent perturber un peu tout le monde. Deuxièmement, pour éviter que, pour redonner, vous l'avez dit en effet, c'est un problème majeur, il faut redonner envie aux maires de construire, mais comment? Est-ce que c'est par des incitations financières? Parce que sinon on va avoir plus que des résidences pour seniors, parce que c'est les seuls qui n'ont pas d'enfants ou qui coûtent pas trop cher finalement installés dans les communes. Troisièmement, est-ce qu'on peut pas revenir à un moment un peu sur la vache sacrée des 25% de logements sociaux un peu partout, où le prix du foncier n'est pas le même, et sur la notion des attributions? Vous en avez évoqué tout à l'heure rapidement le point. Vous dites au maire, vous avez plus 20%, mais vous avez 60% d'attribution. Je vous assure que le logement social, il va redémarrer assez rapidement, à mon avis. Et dernier point, est-ce qu'on peut pas agir aussi sur les flux? Je crois que c'est Terra Nova, l'Institut Montaigne, non pas un groupe avec lequel j'ai des connivences politiques majeures, mais qui disait dans une étude, il faudrait faire finalement des baux à durée déterminée aussi dans le social, peut-être des 3, 6, 9, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en fait sont des logements sociaux, n'ont plus vocation à y être, mais qui ont du mal à en bouger parce qu'on a abandonné un petit peu les logements intermédiaires. Est-ce qu'il ne faut pas aussi focaliser sur le logement intermédiaire pour recréer une chaîne du logement qui est aujourd'hui cassée? Voilà un petit peu. Merci. Marie-Agnès Poussier-Winsbach pour le groupe Horizon. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, merci. Je voudrais peut-être simplement appeler votre attention, Monsieur le Ministre, puisque vous nous indiquez que vous allez engager un grand chantier, c'est vraiment sur l'attention particulière que nous devons avoir pour les villes moyennes. Il y a en effet pour la politique de la ville les très grandes agglomérations et puis les villes moyennes. Je vous dis ça pourquoi? Je vous dis ça parce que nous l'avons déjà subi. Lorsqu'il y a eu la revue, je ne sais pas comment on dit, lorsque la carte des quartiers prioritaires a été revue, l'État, à l'époque, nous avait indiqué qu'il y aurait maintenant des territoires de veille dans certains quartiers, puisqu'en fait, un quartier prioritaire, c'était un nombre d'habitants. Un nombre d'habitants qui avait été défini, je ne sais plus si c'était 5000 ou 2000, mais en tous les cas, c'était de cet ordre-là. Et si vous étiez en dessous, eh bien, vous n'étiez plus considéré comme un quartier politique de la ville. Ces quartiers de veille, ça veut dire plus aucun moyen. Ça veut dire des écoles qui sont exclues. Et donc, moi, vraiment, j'appelle votre attention sur cette situation parce qu'elle a mis en difficulté de très nombreux élus locaux qui ont été obligés derrière, eh bien, ou d'assumer financièrement les actions, ou alors on va sur des dispositifs qui sont absurdes, c'est-à-dire on va demander à des associations d'aller dans tel quartier pour faire telle action, alors que au sein du centre-ville, c'est là aussi où vous avez une vraie mixité. Et donc ça, c'est l'ancien maire de Fécamp qui vous parle. Nous, on l'a vraiment subi fortement. Et j'espère que dans le chantier que vous allez engager, eh bien, nous pourrons essayer de faire les choses autrement pour qu'il n'y ait pas cette brutalité que nous avons vécue. Merci. Bientôt terminé. Monsieur le ministre, comme ça, tout le monde aura posé la question qu'il souhaitait. David Valence souhaitait prendre la parole. C'est bon. Stéphane Buchou, alors, pour le groupe Renaissance. Et on a terminé. J'ai eu peur, Monsieur le Président. Ouais, j'imagine. Non, mais j'avais aucun doute, David. Monsieur le ministre, je voudrais à nouveau vous alerter et appeler votre attention sur la question de la tension immobilière et sur la tension du logement dans les zones littorales. Alors, je vais vous parler de la Bretagne, mais en mieux, de la Vendée littorale, et dans beaucoup de choses, plus sérieusement, beaucoup de choses ont effectivement été dites, et moi je me satisfais que dans le PLF
on ait voté le desserrement de la zone tendue et de la taxation sur les logements vacants. Simplement, appeler votre attention parce que beaucoup d'élus locaux, beaucoup de maires de ma circonscription sont inquiets, pour le dire de manière un peu diplomatique, sur justement comment va s'organiser cette extension. Et en l'occurrence, on sait qu'aujourd'hui, cette taxation, elle est assise sur un nombre d'habitants. Et il se trouve que dans ma circonscription, et je ne crois pas que ce soit lié qu'à la simple Vendée littorale, on a des communes qui ne sont pas très peuplées en basse saison, mais qui ont un taux de résidence secondaire qui est entre 60 et 70%. Et j'ai beaucoup de maires qui souhaitent que justement un des critères qui soit pris en considération pour ce desserrement des zones tendues, ça soit le niveau de résidence secondaire. Donc je voulais avoir votre analyse et votre décision si elle était arrêtée par rapport à cela. Première question. Et seconde question, un sujet au long cours que l'on traite avec votre cabinet depuis maintenant plusieurs mois, et je profite de votre audition cet après-midi pour vous alerter directement. Je vous avais envoyé un petit mot en QAG sur les HLL, absolument. Où là, j'ai l'impression, pardon de le dire comme ça, mais qu'on est en train de monter une usine à gaz. Vous avez parlé de la RE 2020 tout à l'heure. Et cette RE 2020 viserait à s'appliquer sur les habitations légères de loisirs dans les campings, les parcs résidentiels de loisirs, sur des logements qui ne servent au final qu'en été. Et donc la RT 2012 qui s'appliquait avant, les HLL en étaient exonérés. Il y a de vives inquiétudes de la part des professionnels de l'hôtellerie de plein air dans ma circonscription et de vives inquiétudes de la part des fabricants. Donc je souhaite, Monsieur le Ministre, qu'on aille assez vite sur ce sujet et que la bonne décision soit prise. Voilà, merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Alors, encore une fois, on va reprendre, parce que je n'oublie personne. La difficulté sur le logement des jeunes, moi je crois, alors modulo les étudiants sur lesquels il y a des réponses spécifiques, mais je crois que l'essentiel de la réponse est dans le parcours résidentiel et dans le parc locatif. C'est souvent là que la réponse se trouve. Alors d'abord, il y a quand même des évolutions majeures, notamment la garantie Visale, qui permet, parce je parle du parc locatif au sens large, privé et social, les moins de 20 ans peuvent profiter de la garantie Visale et donc ne plus avoir à demander une caution à leurs parents et rassurer leurs futurs propriétaires d'avoir en cas de difficulté une protection et ça donne une espèce de bonus aux moins de 30 ans avec cette garantie qui a été mise en place lors du quinquennat précédent. Mais bien évidemment, les jeunes sont aussi, comme tous, victimes du manque de production de logements. Il y a quasiment pas de production de résidence sociale qui pourrait convenir, notamment ce qu'on appelait dans le temps les foyers jeunes travailleurs, qui sont largement pas assez produits. Et puis, un certain nombre de jeunes couples notamment, pourraient bénéficier d'accession à la propriété ou d'accession sociale à la propriété. Je parlais tout à l'heure des dispositifs type baux réels solidaires, la création d'établissements fonciers, de fonciers solidaires pour limiter le prix d'acquisition. Et puis, un certain nombre de jeunes pourraient aussi et doivent bénéficier du prêt à taux zéro. Donc c'est tous ces dispositifs mis bout à bout qui doivent être des leviers et des moyens, comme vous l'avez souligné, d'accès au logement des jeunes. Mais vous avez raison, c'est notoirement insuffisant. Les jeunes sont aujourd'hui, d'une certaine manière, encore plus victimes du manque de logement et on voit cohabiter dans un même appartement souvent plusieurs générations parce que la décohabitation est extrêmement difficile. Et je rappelle aussi que cette décohabitation est une responsabilité des bailleurs sociaux qui doivent accompagner ces dispositifs. Mais je ne vais pas vous dire que c'est un sujet qui nous préoccupe, sur lequel je n'ai pas de réponse toute faite. Ça serait bien trop facile. Sur les charges locatives,
que vous avez évoqué, monsieur le député. Aujourd'hui, l'ensemble des bailleurs ou de leurs locataires sont protégés par les différents boucliers. Alors, la règle est celle-là. Alors, quand on est en abonnement individuel, la question ne se pose pas, puisqu'il y a aussi, chez un certain nombre de bailleurs, alors d'abord, l'électricité est en général en abonnement individuel et n'est pas répercutée sur les charges. Aujourd'hui, qu'on soit en chauffage collectif gaz, en chauffage collectif électrique, et sur les parties communes, l'ensemble des boucliers s'applique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une augmentation des coûts. D'abord, il y a l'augmentation des 15%, et puis un certain nombre de bailleurs avaient, à juste titre, on ne peut pas leur reprocher, profité de l'ouverture à la concurrence et conclu des contrats, notamment gaz, très bas. Y compris des contrats exotiques, y compris parfois avec des sociétés russes de fournisseurs d'énergie. Et donc, il peut arriver qu'un certain nombre de contrats, notamment de grands bailleurs qui ont des parcs importants, avaient des contrats autour de 20 euros du mégawattheure, des contrats gaz autour de 20 euros du mégawattheure. Aujourd'hui, le bouclier est à 69 euros, je crois. Donc, un bailleur qui avait un prix à 20 euros et qui aujourd'hui est sous le régime du bouclier, oui, il y aura un effet x3. Malheureusement, on ne peut pas dire aux gens réjouissez-vous, pendant 4 ans, vous avez payé moins cher grâce au bon contrat qu'avait pris votre bailleur. Mais oui, c'est possible. Le bouclier empêche que ça soit du x10, mais il se peut qu'un certain nombre de bailleurs aient, parce qu'ils avaient de très beaux contrats, conclu de nouveaux contrats, alors dans la plus mauvaise des périodes. Après, il y a aussi un certain nombre de bailleurs qui ont, à mon avis, de manière imprudente, fait des appels de charges avant avoir la connaissance de tous les effets des boucliers. Et donc, lors des régulations de charges, ils seront évidemment tenus soit de rembourser s'ils ont trop demandé, soit de revoir. Et puis, on sait aussi que c'est un effet extrêmement désastreux, parce que les gens, au final, plutôt que de payer moins que ce qu'on leur demande, ils préfèrent ne rien payer du tout. Après, si vous avez des cas vraiment particuliers, faites-les nous remonter. On a déjà eu un certain nombre d'échanges avec des bailleurs qui ne respectent pas les règles, et on aura un contact direct avec ces bailleurs. Plusieurs de vos collègues nous ont fait déjà remonter un certain nombre de cas qu'on analyse avec les préfets et qu'on regarde. Mais je peux vous assurer que vraiment, aujourd'hui, il y avait un trou dans la raquette sur le chauffage collectif électrique et sur les parties communes. Mais ces trous ont été bouchés. La seule chose qu'il faut rappeler, là c'est plus pour les copropriétés, c'est comme pour les boulangers ou les entreprises, il faut se déclarer. Si on veut bénéficier, ce qu'a rappelé Bruno Le Maire hier lors des questions au gouvernement, pour pouvoir bénéficier de ces boucliers, il faut que les copropriétés se déclarent. Sinon, ils ne pourront pas en bénéficier. Nous, on vient de refaire un courrier à l'ensemble des acteurs, l'AFNAIM, l'UNIS et les grands syndics, pour qu'ils diffusent l'information auprès de leurs adhérents, pour qu'ils puissent bénéficier des différents boucliers. Et puis, j'ai aussi réuni l'ensemble des opérateurs d'énergie pour leur rappeler leurs obligations. Il y a aussi tous les dispositifs qui viendront aider, le FSL et Énergie, qui doivent venir aider les copropriétaires en difficulté. Sur les questions que vous avez évoquées, monsieur, elles étaient nombreuses. Sur le ZAN, aujourd'hui, vous avez parlé des différentes... Aujourd'hui, vous savez, on travaille sur le zéro artificialisation net. Je rappelle que il ne faut pas oublier le N de net. On n'est pas en zéro artificialisation, et donc c'est des sujets qui s'interrogent sur la durée. Et qui ne doivent pas, aujourd'hui, c'est une fausse excuse de dire qu'on ne peut pas construire à cause de la zéro artificialisation nette. Il faut respecter les lois, la loi sur l'eau, les règles environnementales, etc. Mais ce n'est pas un obstacle aujourd'hui à la construction. J'aurais même tendance à dire au contraire, parce que les chiffres se calculent jusqu'à la fin de ces opérations. L'aide aux maires bâtisseurs, moi je pense qu'effectivement c'est un sujet sur lequel il faut qu'on travaille.
à travers différents dispositifs. D'abord ceux de la décentralisation dont on a parlé tout à l'heure, à travers des systèmes vertueux. Plus on construit, plus on va apporter de la TVA et donc des recettes à l'État. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir pour qu'une partie de ces recettes puisse être rétrocédée aux élus pour qu'il y ait un système gagnant-gagnant. Et qu'on leur donne des moyens de fonctionnement, parce que c'est souvent des questions de financement plus que des questions d'investissement. Un maire, on est toujours capable de construire une école ou un gymnase, mais par contre, après, les gardiens, etc., c'est plus difficile. La loi SRU, eh bien, moi, je vous l'ai dit, j'y tiens, et je pense que lever les objectifs de la loi SRU, ça serait parfaitement contre-productif en termes de production de logement social. Enfin, aujourd'hui, si on veut de la mixité, si on veut un effort partagé, il faut réaffirmer que le logement social, c'est tout sauf un épouvantail, c'est le logement du plus grand nombre. Moi, j'y ai passé plus de la moitié de ma vie et j'en suis très fier. Jean-Louis Borloo rappelle souvent que plus de la moitié des médailles de l'équipe de France aux derniers Jeux Olympiques ont été gagnées par des locataires du logement social. Enfin voilà, il n'y a pas de honte à passer un jour dans le logement social, et à un moment, aujourd'hui, il n'y a plus de... Enfin, le logement social, c'est souvent là où on a les meilleurs architectes. C'est souvent là où on fait le moins d'économies en termes de matériaux. Je peux vous assurer, pour connaître ce que font un certain nombre de promoteurs et ce que font un certain nombre de bailleurs. Et puis la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a une grande, et c'est tant mieux, interconnexion entre promoteurs, bailleurs, la vente en bloc, les VFA, etc. font que tout le monde travaille ensemble, et c'est tant mieux. Ensuite, moi, j'ai dit que j'avais pas de tabou sur les questions d'attribution. En même temps, vous savez comment ça marche. Pour attribuer plus, il faut payer plus. Le système des réservateurs sont liés à la manière dont on finance le logement, le 1%, etc. Chacun finance ou garantit les prêts pour augmenter son parc réservataire. Et puis... il ne faut pas non plus ouvrir des portes qui laisseraient penser à du clientélisme ou à des choix de peuplement qui pourraient ne pas être vertueux. Mais je suis certain, monsieur le député, que ce n'était pas votre pensée. Le zonage de la politique de la ville, alors... Vous avez raison, je l'ai dit tout à l'heure, mais peut-être que vous n'étiez pas encore arrivé. Moi, je souhaite que nous travaillions là sur les futurs contrats de ville, les nouveaux zonages. Alors, il faut avoir une règle de départ, sinon tout partirait dans tous les sens. Donc, la règle de départ, c'est celle que l'on a connue en 2014, c'est-à-dire le carroyage, un quartier de 1000 habitants de mémoire par rapport aux chiffres que vous évoquiez pour pouvoir entrer en politique de la ville, et un critère de pauvreté. Néanmoins, on le sait, il peut y avoir des effets de trottoir, des effets de bord. Et moi, je souhaite, et on y travaille, j'ai demandé à la NCT d'y travailler, qu'on donne de la souplesse. Et ça sera un travail itératif entre d'abord le travail qu'on a demandé à l'INSEE, qui sera ensuite confié au préfet. Il y aura des échanges avec les présidents d'intercommunalité et les maires pour regarder effectivement s'il n'y a pas un bout de quartier qui a été oublié. Les quartiers de veille active, effectivement, ont été un peu mis là pour faire plaisir et pas désespérer Billancourt, si j'ose dire, mais n'ont pas eu beaucoup d'effets. Et puis, on a un autre chantier qui est celui de la superposition du zonage politique de la ville et du zonage de l'éducation prioritaire. On avait un certain nombre d'écoles orphelines qui étaient soit dans l'EP et pas dans la politique de la ville, ou soit dans la politique de la ville et pas dans l'EP. Et donc, on a un travail qu'on a commencé à mener avec mon collègue Papendiaï pour qu'il n'y ait plus d'écoles orphelines qui n'a pas de sens. Il y a le quartier réel, le quartier vécu. Si tous les enfants d'un quartier en politique de la ville vont dans une école, mais qui n'est pas en REP, ça n'a aucun sens. Donc on va éviter ça. Et puis je vous le redis, on veut vraiment donner de la souplesse au zonage. Alors, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est aussi un moyen de limiter l'effet d'aubaine. Il n'y aura pas forcément plus d'argent. Mais dans une même intercommunalité, il peut y avoir des quartiers qui, comme ça, ne rentraient pas. Mais si tout le monde est d'accord pour dire il faut mettre ce bout de quartier, eh bien, on donnera la souplesse nécessaire.
J'ai une magnifique fiche sur HLL. Ah ben alors... donc, oui, la RE 2020 s'applique à l'habitation légère de loisirs. Néanmoins, elle s'applique avec des performances moindres. Et donc, il a été prévu que un certain nombre d'exigences de la RE 2020 soient appliquées à l'habitat de loisirs, mais avec une adaptation, en tout cas c'est ce que m'ont dit, mais c'est important quand même que ces équipements de loisirs ne soient pas des passoires thermiques. Donc ne pas l'appliquer du tout ne me paraît pas une bonne idée. En tout cas, entre mon cabinet, la DHUP et un certain nombre de fabricants de ces mobilhomes, si je peux dire, il y a eu un travail d'échange qui n'a pas fait bondir les fabricants et qui disent pouvoir rentrer dans le cadre actuel. Après, il y a des questions qui se posent sur le cadre d'après 2026 et 2028, sur lequel il reste des questions et qu'il faut vérifier leur application. Et puis tous les mobilhomes n'ont pas de système de chauffage. Mais par contre, ceux-là ne sont pas directement concernés, mais sont concernés ceux qui ont un système de chauffage ou des systèmes de climatisation. Et là aussi, ça peut quand même être vertueux parce que les campings alors font payer à leurs, je sais pas comment on dit, leurs clients l'électricité, mais si le mobilhome est mieux isolé, on peut penser que les dépenses électriques liées à ces améliorations d'isolation soient répercutées sur le client, soit répercutées sur le gérant du camping. En tout cas, c'est un sujet qui est toujours patent et sur lequel on continue à travailler. C'est à peu près... mais je vous donnerai ma fiche si vous voulez, monsieur le député. Ben, on en reparle. Alors je vous ferai envoyer la réponse écrite. Merci. Et puis sur la taxe sur le logement vacant, on en a déjà parlé, mais effectivement, c'est un bon outil. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Vous aurez pu noter tout l'intérêt des membres de la délégation avec un spectre large de questions. Et vraiment, au nom de tous, merci. Merci d'avoir pris le temps d'apporter, je crois, à chacun, enfin chacune et chacun des députés présents qui vous ont interrogé, des réponses précises, détaillées. Oui, oui, mais je peux vous dire que... C'est un exercice. C'est un exercice, mais je peux vous dire que c'était très apprécié d'avoir ce moment d'échange avec vous et puis aussi l'occasion de présenter vos priorités et des politiques que vous menez. Donc un grand merci en notre nom à tous et je pense que nous aurons l'occasion de rééchanger sur un certain nombre de sujets que vous avez commencé à esquisser, dont notamment la réflexion sur la décentralisation de la politique du logement sur lequel nous serons sûrement amenés à travailler avec mes remerciements. Merci beaucoup, Monsieur le Président.